importante au départ de tout ce matin est annulée. à cause des gilets jaunes. À cause de la tête dans le cul. Bonjour tout le monde. Alors autant hier on n'était déjà pas très frais, mais on a au moins fait l'effort d'être le coup devant. Là aujourd'hui, la faire assis. Et pourtant on n'a même pas fait la fête. Hein. Deuxième jour de conférence, on est mort. Les dédicaces hier c'était intense. On a juste fait une pause bouffe de 20 minutes et après c'était... Donc du coup, comme hier, on n'a rien préparé parce qu'on est des grosses feignasses, alias des youtubeurs. Et donc du coup, on va faire comme hier, donc système de questions et de réponses. Donc vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Si vous voulez parler de vos vies de youtubeurs millionnaires, si vous voulez qu'on vous donne des astuces pour devenir vous-même des influenceurs multimillionnaires. Ouais, ou des astuces pour pécho des mineurs de 15 ans, aussi les youtubeurs paraît-il sont spécialistes là-dedans. Il paraît, ouais. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas, préparez vos questions. Voilà, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Donc la première question, c'est toujours difficile, personne ose, et puis après c'est bon, les mains se lèvent. Donc il va juste falloir, voilà, on a un courageux là. Yes. Alors en régie, si vous pouvez bien nous mettre les micros du public dans les retours, parce que il y a un boucan du diable là derrière, juste pour qu'on nous entende. Allô, vous m'entendez? Ok. Je t'entends, mais comme à travers un oreiller en fait. Pardon, ça vous m'entendez un peu mieux là? Un peu. Bon, c'était juste une question. Par rapport à par rapport à l'exploration spatiale, de ce qui sera possible de faire vraiment dans le futur, avec si les technologies vont bien, est-ce que vous pensez que l'homme peut explorer l'espace sans trop foutre le bordel, ou est-ce qu'il vaudra mieux, par rapport à tout notre passé historique, qu'on se contente d'être des astronomes amateurs? Et qu'est-ce qui serait mieux éthiquement parlant? Bon, j'ai conscience que là, c'est le matin, c'est une question un peu chelou. Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué, mais déjà, disons, faire n'importe quoi, qu'est-ce que tu entends par là? La pollution, ouais. Alors, là-dessus, j'ai un petit avis quand même, c'est que la pollution sur Terre, ça fait sens, dans le sens où si tu balances des déchets toxiques dans la nature, tu vas tuer des choses. Sur Mars ou sur la Lune, si tu décides de faire une grosse décharge, tu vas rien polluer parce qu'il n'y a rien. De même, si tu as des déchets en orbite et que tu t'arranges pour ne pas les éparpiller et que tu les laisses à un endroit, l'espace c'est vaste. Hein. Autant la Terre c'est fini et c'est de plus en plus difficile de trouver un endroit immaculé sur Terre, autant l'espace, il va falloir beaucoup de temps avant qu'on commence à ressentir une certaine pollution. Tu vois, quand Musk a envoyé son roster dans l'espace, il y en a qui disent c'est de la pollution et tout. C'est un objet dans l'espace parmi tous les autres. Dans la ceinture d'astéroïdes, des objets plus gros, il y en a des milliers et des milliers. Ils ont toujours été là, ils sont toujours là. La pollution dans l'espace, pour moi, ça fait juste pas sens. Tu vois, tu peux pas dire l'air est pollué, l'air pue, tu peux pas dire les rivières, l'eau est imbuvable, ça fait même pas sens. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème. C'était aussi au cas où, alors pure fantasmagorie bien sûr, où on tombe sur une planète avec de la vie et des gens. Est-ce qu'on va faire comme les Européens aux Amériques? Ça, mon inquiétude. Alors après, tu peux aussi te poser la question inverse, c'est-à-dire est-ce que c'est pas les habitants de l'autre planète et nous qui serons les Indiens d'Amérique. Mais ça, c'est un petit peu lointain parce qu'on est très loin d'avoir découvert ce genre de civilisation. Si jamais on la découvre, qu'elle est sur une planète, ne serait-ce que, je sais pas, imaginons que demain on reçoive un signal radio de Proxima du Centaure. Et on découvre une civilisation qui a une technologie similaire à la nôtre. À part s'envoyer des textos, on ne va pas faire grand-chose. Parce que pour le moment, c'est encore totalement inaccessible. Et on ne sait même pas si un jour existera une technologie qui nous permettra d'aller là-bas. Parce que l'ASF nous dit que oui, un jour on y arrivera. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait toujours pas s'il est possible dans notre univers de voyager plus vite que la lumière. Alors il y a les histoires
avoir de distorsion de l'espace-temps, etc. Mais même ça, on ne sait pas si c'est juste une curiosité mathématique ou la réalité. Et si jamais c'est juste une curiosité mathématique, eh ben, à part s'envoyer des textos, il ne se passera jamais rien avec une civilisation. C'est peut-être aussi une réponse au paradoxe de Fermi. Les voyages interstellaires sont juste impossibles et il n'y a pas de oui mais la technologie, non, c'est juste impossible même pour la plus évoluée des civilisations, ce qui explique pourquoi il n'y a pas plus d'échanges ou de civilisations galactiques. Pour ajouter un truc rapidement, il y a eu un projet d'un milliardaire russe, si je ne me trompe pas, ça s'appelait Breakthrough Starshot. En gros, il avait dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une sonde de la taille d'un timbre vers, je crois que c'était Proxima Centaure, il me semble, et propulsée par une voile solaire et accélérée par des lasers qu'on envoie sur Terre. Donc on envoie comme ça des photons, et ça accélère la sonde. Je crois qu'il voulait les envoyer un truc comme 20% de la vitesse de la lumière, un truc comme ça. Mais même si c'est théoriquement possible de faire ça, de l'accélérer comme ça pose des problèmes parce qu'il faut une voile gigantesque pour un tout petit truc. Donc déjà le problème c'est que avec une sonde de la taille d'un timbre, comment tu mets une parabole assez grande pour communiquer, les batteries, et surtout le machin, une fois qu'il est lancé, tu peux rien faire, tu peux pas le contrôler, il n'y a pas de propulseur dessus. Donc il faut déjà bien viser dès le départ et pas faire de correction. Il ne faut pas se louper. Quand tu penses que Mars, on est obligé de faire des corrections de trajectoire pour y aller, pour être sûr de bien viser Mars, sinon on la loupe, imagine Proxima Centaure qui est beaucoup plus loin. Là, c'est sûr, tu as de grandes chances de te rater et passer à côté. Alors tu vas me dire, c'est pas très grave, c'est juste un timbre boss avec une voile solaire. N'empêche que c'est beaucoup d'énergie pour au final pas grand chose, parce que même si tu mets un appareil photo à bord, comment tu transmets les images avec une sonde aussi petite? Quand tu regardes les sondes Voyager, la parabole de la sonde Voyager, elle fait en taille facile entre le retour qui est juste là devant moi et le bout de la scène. Tu vois, même plus grand d'ailleurs, un peu plus grand. Et tout ça, là, elle commence à sortir du système solaire, le signal devient faible. Donc imagine la Proxima Centaure avec un truc de la taille d'un timbre et une antenne comme ça, quoi. C'est juste n'importe quoi. Mais bon, après, s'ils veulent financer des trucs comme ça, ils peuvent s'éclater. Mais imagine, après, tu fais un vaisseau avec une voile solaire, vu la masse du vaisseau, il faut une voile solaire quand même particulièrement grande. Je crois qu'il y en avait un qui avait calculé ça, ça faisait la taille d'un pays, enfin, c'est n'importe quoi. On peut résumer ça simplement en disant c'est de la SF. Voyager 1 est à quoi 20 heures-lumière d'ici, un peu comme ça 18-19 là en ce moment. Voilà. Là on parle de 4 années. Donc en termes de distance, la distance à parcourir par rapport à l'objet le plus lointain qu'on a envoyé, c'est la même que c'est la même différence qu'il y a entre une journée et un an. Sachant qu'on a elle est partie en 60. Ouais, elle est partie il y a 40 ans, 50 ans. Ouais. Voilà, c'est juste avec la technologie actuelle, c'est impossible. La réponse qu'on donne habituellement, c'est oui, mais la technologie future, mais on n'a aucune garantie de ce qu'on va inventer dans le futur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, on va y arriver? Peut-être, je l'espère, mais rien ne nous le garantit du tout. On n'a jamais été aussi proche d'une théorie du tout, on n'a jamais su autant de choses, et on n'a jamais été aussi incertain de pouvoir le faire un jour. Pour moi, ça pue quand même un peu. Je sais, on est de nouveau en mode pessimiste comme hier, et malheureusement... Ouais, hier matin, on a quand même bien pété l'ambiance sur le futur de l'exploration spatiale. Hier matin, les questions c'était ouais, est-ce qu'on peut faire ça probablement pas. Et est-ce qu'on peut faire ça? Non. Est-ce qu'on peut faire ça? Il n'y a pas l'argent. On est désolé, mais c'est ce que je disais dans un blog il y a quelques jours. Je me suis fait défoncer en disant voilà, il y a des gros youtubeurs qui font des vidéos sur l'espace. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, venez juste nous poser la question en message privé, ça ne coûte rien. Et il y a des mecs qui m'ont dit ah, c'est bon, le mec qui veut conseiller des youtubeurs, il a le melon et tout. Mais non, je constate au quotidien que des tas de gens ont des fantasmes sur l'espace, littéralement des représentations complètement faussées, je ne vais pas le dire autrement, de ce qu'est l'espace ou la conquête spatiale, etc. Et la plupart des questions qu'on nous pose, c'est ça. On se retrouve à démonter un fantasme. C'est
grosso modo ce que les gens voient actuellement dans les films et s'imaginent comme probable. Par exemple, quand ils regardent, je sais pas, Interstellar ou Seul sur Mars, ou des films comme ça qui sont vraiment d'anticipation, mais vraiment de fiction, bah là ils s'imaginent que oui, par tout trou de verre, on peut voyager comme dans Stargate, comme dans Interstellar, alors qu'un trou de verre, normalement, c'est pas de la taille de ce qu'on voit. Alors, un trou de verre, et en plus c'est théorique. Ouais, alors un trou de verre, non seulement pour le moment, c'est ce qu'on appelle une curiosité mathématique, c'est-à-dire que on l'a théorisé, mais on l'a jamais observé. Et surtout, ce qu'on a théorisé, c'est qu'un trou de verre, s'il existe, fait la taille de Planck, c'est-à-dire la plus petite taille, la plus petite dimension possible dans l'univers. Et je vous garantis qu'on est loin, loin, loin en dessous de la taille d'un atome. La différence entre la taille de Planck et un atome, c'est à peu près la même qu'il y a entre un atome et le Soleil. Donc c'est très petit. Si un trou de verre existe, il a cette taille-là. Il a une durée de vie proche du temps de Planck aussi, et très très court. Et on ne peut rien faire passer au travers. Rien. Et alors, ce qu'on nous dit encore une fois en mathématiques, c'est alors on pourrait avoir des trous de verre de taille macroscopique, façon portail dans portable, mais pour les maintenir ouverts et pour pouvoir les traverser, il faudrait ce qu'on appelle de la matière exotique. Donc la matière normale, c'est la matière qui attire la matière par la gravité. La matière exotique, c'est un type de, on peut même pas trop appeler ça de la matière, qui ferait l'inverse, qui repousserait tout le reste. Et ça aussi, c'est juste une curiosité mathématique. On n'en a jamais observé, on ne sait pas si ça existe. Et on en est là. On en est là. Ne serait-ce que Seul sur Mars, c'est de la grosse SF. Le pitch de base du film est tout pété. Tu peux pas avoir un vaisseau sur Mars qui est renversé par le vent. Parce que l'atmosphère est 100 fois moins dense que sur Terre, donc déjà, ça va être... Le vent le plus fort sur Mars peut à peine faire voler un cerf-volant. Voilà. Donc déjà de 1 et de 2, je l'ai dit dans une vidéo récente, si tu es ingénieur et que tu conçois un vaisseau qui peut se renverser avec le vent, faut pas le virer, le mec, faut le fusiller. Non mais de toute façon on trouvera des problèmes dans tous les films, absolument tous. Non mais en fait, vraiment réaliste. C'était juste pour dire que c'est de la SF. Et dans science-fiction, il y a science, il y a surtout fiction. Et il ne faut absolument pas se servir de ce genre de film pour se créer des représentations de l'espace. Même les films qui se veulent tirer d'une histoire vraie ou ce genre de choses, il y a des tas de choses qui sont juste pas vraies. Apollo 13 ou The Space Walker, des trucs comme ça, c'est embelli, mais ça se passe pas comme ça. C'est triste, mais l'espace, c'est quelque chose qui est plus fantasmé qu'autre chose. Après, il y a des belles choses. Ah oui, spéciales. Oui, ça n'empêche pas. Il y a des choses qui sont absolument incroyables, qui n'ont pas l'air vraiment incroyables par rapport à ce qu'on voit dans les films, justement, mais qui sont belles parce que justement, elles sont réelles. Quand on pose un engin sur Mars, quand on voit des photos en direct sur Internet, on peut télécharger en direct sur Internet une photo qui vient d'arriver de Curiosity, il a bougé son bras ou des trucs comme ça. À Inside, par exemple, il a bougé son bras il y a quelques jours. Même Curiosity, vous pouvez avoir des photos quasiment en temps réel. Avoir un petit ping de Voyager en temps réel, il y a un compte Twitter qui fait ping comme ça. Enfin, c'est vraiment magnifique. J'ai vu un tweet il y a quelques jours qui était pas mal, mais je ne saurais plus le retranscrire comme ça. En gros, il y a un mec qui expliquait que est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont pilotes d'hélicoptère? Non. Bon. Si je vous mets dans un hélicoptère, votre espérance de vie va se raccourcir drastiquement. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de piloter, enfin de concevoir un truc qui se pilote tout seul, déjà, parce que vous n'arriveriez pas à piloter un hélicoptère, eux ils ont conçu une machine qui se pilote toute seule, et ils l'ont posé à combien de millions de kilomètres? Je parle de quoi, Inside? Ah oui, Inside. Bah, ils l'ont posé Mars, sur Mars, quoi. Ouais, mais en ce moment, elle est à quelle distance, Mars? Je sais à rien, quelques centaines de millions de kilomètres. Le truc se pose automatiquement avec... C'était quoi la précision de l'atterrissage? Ils ne se sont pas gourés de 10 km. Alors pour le moment, on n'est pas sûr d'exactement où elle est. C'est ça le problème. D'accord. Par contre, pour Philae, ils étaient presque dedans.
Et Philae, c'est pareil, c'est un voyage de 10 ans avec des calculs pour qu'elle Voilà. se fasse accélérer par diverses planètes, elle passe par Mars. Quand tu as des mecs qui arrivent à faire passer leur sonde à proximité d'une planète pour incurver sa trajectoire et à la fin tomber à 10 cm près à 400 millions de kilomètres, moi je dis rien que ça force le respect, toute la SF de Hollywood peut aller se montrer. Et puis surtout les images de la comète. Ouais, ça et le reste. Il y a tellement de choses passionnantes qu'on n'a vraiment pas besoin de la SF pour rêver. Maintenant, c'est sûr, c'est toujours bien de se dire, et si dans le futur on arrivait là, on arrivait là, on arrivait là, et je suis le premier à espérer qu'on va aller sur Mars, qu'on va retourner sur la Lune, qu'on va coloniser tout le système solaire, etc. Je suis le premier. Mais vouloir y croire ne veut pas dire que j'en suis sûr. Et malheureusement, aujourd'hui, tout nous montre que c'est un peu mal barré quand même. Un peu moins pour la Lune, mais carrément pour Mars. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Parce que c'est vrai qu'on a vachement digressé là. Tu vois, c'est ce que je disais. La première, c'est. Allez, Jose, là il y a déjà combien de doigts? Tu vas avoir dans 3 ou 4 questions. Enfin, si on arrive à 3 ou 4 questions à ce niveau-là. Bonjour. Pas de votre chaîne. Alors, il faut mêler les croix proches. Ah, pardon. J'apprécie beaucoup vos chaînes, j'apprécie beaucoup le travail de vulgarisation. Merci. Arnaud, j'adore ton tempérament. Tu peux continuer comme ça. Je suis juste moi-même. Hein, Ah oui, non, mais moi j'aime bien. Après, je voulais savoir comment vous étiez rencontrés, comment ça s'était passé, cette association des 14. Vraiment qu'on parle de ce bordel de Budapest, c'est. Comment on s'est rencontrés? Bah écoute, lui il a créé sa chaîne en fin 2015, moi c'était en janvier 2016, à l'époque il y avait 3 chaînes, quasiment, si je ne me trompe pas, il devait y avoir toi, Florence Marcel et moi. Ensuite, on ne se connaissait pas les 3 personnellement avant, hein, que dalle. Et en fait, il me semble que je t'avais contacté à l'époque. Alors, si vous cherchez sur sa chaîne, il existe peut-être encore la retranscription d'un live fait dans des conditions. Je me souviens, moi je me souviens que j'avais fait l'effort de mettre une lumière à côté de moi pour être à peu près clair, mais c'était le soir. Je crois bien que son image à lui était complètement noire, on voyait juste le bout de son nez avec la lumière de son écran. C'est dégueulasse et je pense que si vous vous dépêchez avant qu'il le retire dans les trucs des vidéos de sa chaîne, vous pourriez le voir. Ouais, en fait, je m'étais mis dans l'idée que, parce qu'à l'époque j'avais du temps, je m'étais mis dans l'idée qu'on ferait de façon hebdomadaire, avec plusieurs autres vidéastes, un petit débat sur l'actualité spatiale. Par exemple, il s'est passé, je sais pas, le lancement d'une sonde vers Mercure, on discute de ça, par exemple. On en a fait quelques-uns avec toi, je crois 2 ou 3, je sais plus. Et puis après, on est resté plus ou moins en contact, des fois très, très souvent, des fois un peu moins. Le problème, c'est que lui, il habite à Lyon et moi à Strasbourg, donc géographiquement, ça c'est un gros problème avec YouTube, c'est que on a tous déjà un peu entendu parler les uns des autres au moins, mais comme on est dispersés, voire certains au Québec, Belgique, partout, ben, se voir c'est compliqué. Donc en fait, là où on se voit le plus, c'est encore dans les conventions, ou alors on fait un conflit, on est invité par quelqu'un. Bah oui, la seule fois où on s'est vu hors convention, c'était la première fois qu'on se voyait. À l'ESA. C'était à l'ESA, à Darmstadt en Allemagne, où j'avais eu une autorisation de tournage pour tourner une journée là-bas. Et du coup, il y avait plusieurs sujets. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être cool qu'ils viennent et qu'ils fassent un sujet. Moi, j'en fais un. Et puis, on se balade à l'ESA, quoi. Et donc, on a chacun pris nos petits captars, en fait. Et puis, on s'est rejoints sur place. Mais on s'était jamais vu avant, quoi. On s'est rencontrés dans la rue, quoi. Et ça, c'est un truc que je trouve, magnifique avec YouTube et les réseaux sociaux, c'est que il y a des tas de gens comme ça avec qui et puis je pense que c'est pareil pour toi, je discute depuis des années. On se connaît littéralement. Je veux dire, on a déjà parlé de tout et de rien, fait des blagues de cul, raconté nos problèmes, machin. On se connaît, on s'est jamais vu dans la vraie vie. Et si on exclut toute cette vie virtuelle, ce sont 2 inconnus qui se croisent dans la rue et qui se connaissent déjà. Je trouve ça assez cool. Et malheureusement, c'est vrai qu'entre youtubeurs, c'est rare, enfin, nous en l'occurrence, c'est rare qu'on se voit ailleurs que dans les conventions. Je veux dire, vu la distance géographique, c'est pas ce soir tu vas boire un café, c'est un peu plus complexe que ça. Après, je trouve pas que à Paris, les youtubeurs parisiens se voient peut-être un peu plus souvent justement pour boire un café. Mais nous, les provinciaux, malheureusement,
Oui, et au moins ça prouve que les rencontres sur Internet, ça marche. C'est ça. Et on attend notre premier bébé. Et avec les 14, ça s'est passé comment? C'est passé comment? Comment vous êtes rapproché de les 14? Alors moi, perso, Pareil, j'étais abonné à sa chaîne, il était abonné à la mienne. Une fois c'est un commentaire sur la vidéo, un commentaire sur la vidéo de l'autre, on discute, on s'ajoute en amis, machin, ça se fait tout seul. Ouais, ça y est, je me souviens pourquoi. En fait, il y avait des gens pendant mes lives qui me disaient hey, tu devrais regarder la chaîne de ce gars et tout machin. Et puis moi j'avais regardé, mais vraiment vite fait, tu vois. À l'époque, je regardais pas la vidéo en entier, je mettais genre au milieu de la vidéo et puis je regardais un peu comment était fait le truc. De quoi il parlait concrètement, parce que je voyais qu'il avait une cagoule, qu'il était dans le coin et qu'il parlait de complot et tout. Et en fait, je pensais que c'était. En fait, je pensais qu'on me recommandait la chaîne d'un complotiste pour que je m'y intéresse et que je vois ce qu'il nous raconte, en fait. Et je me dis, oh, c'est bon, on va encore filer une chaîne de complotiste, c'est bon, je mets à la trappe, quoi. Et du coup, mais pendant des mois, en fait, j'ai complètement snobé Défécateur, quoi. Et après, quand j'ai vu qu'on commençait à m'en parler un petit peu plus, bah là, j'ai compris, je suis contacté, et ça s'est bien passé, ouais. Et puis maintenant, ouais, on a fait déjà des feats tous les trois, 2 ou 3 fois. Et puis nous, on a même fait un Crop Circle. Il devait venir aussi pour le Crop Circle, mais c'était quoi ton excuse? T'as des piscines, je sais plus. Non, j'avais déjà dit oui à un meeting aérien où je devais être sur place. Ah, ça doit être ça. Je suis un homme occupé. D'autres questions? Ça commence à... Bonjour, Arnaud. Ouais. Dans ton dernière ici, il y a une personne qui t'a envoyé quelque chose de plus ou moins secret, du CERN, je crois. J'ai pas compris. Dans ton dernier unboxing, il y a une personne qui t'a envoyé quelque chose que t'as pas pu montrer à l'écran. J'ai pas compris la fin de la phrase. Il t'a envoyé un truc secret du CERN que t'as pas montré à la caméra durant le dernier unboxing. Merci. Ouais, en fait, il m'a envoyé quelques goodies du CERN. Un hoodie, un chargeur de batterie, des trucs comme ça, c'était très cool de sa part. Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi il avait pas le droit, pourquoi j'avais pas le droit de le montrer. Donc je me suis dit, si un jour il y a moyen d'aller tourner un truc au CERN, le mieux c'est que là-bas ils se disent pas, on lui donne des consignes, il les respecte pas. Sinon je vais jamais pouvoir tourner là-bas. Alors je me suis dit, il m'a dit de pas le montrer, je le montre pas, mais il m'a envoyé quelques goodies en fait. Et non, il ne m'a pas envoyé des preuves de l'existence des extraterrestres, comme j'ai pu le lire dans les commentaires. Alors, c'était pas ça le but de ma question. Le but, c'est de savoir est-ce que tu as déjà des idées de vidéos ou de thèmes que tu peux aborder avec le CERN. Ben, c'est là que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que j'ai pas encore fait le lien entre l'astronomie et l'accélérateur de particules. Je vais trouver, mais il faut que j'ai une excuse pour parler de particules subatomiques, je pense, au moins. Donc j'y réfléchis, je vais sûrement trouver, ou alors je m'en sers juste de décor pour une vidéo sur n'importe quoi d'autre, je ne sais pas, mais... En fait, il recrée un petit peu les conditions du Big Bang au niveau subatomique, à ce que j'ai compris. Ouais. Le problème, c'est que je n'ai pas non plus prévu de parler du Big Bang, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop. Donc soit je fais des grosses recherches sur le sujet et je fais une vidéo là-dessus, soit je ne sais pas. Ou tu files ta place à Sébastien Carasso. Ouais, c'est pas con. Mais disons que depuis cette invitation et maintenant, je n'ai pas encore eu beaucoup de temps d'y réfléchir parce que j'ai une actualité personnelle assez chargée. Mais clairement, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd quand on me dit ah, tu peux venir voir, tu peux venir au CERN. Ouais. Le problème, c'est le temps qui me manque en ce moment, surtout pour envisager les projets dans l'avenir. Voilà. C'est une bonne réponse de Normand comme d'habitude, mais j'ai que ça, je suis désolé. Bonjour. Si vous aviez un TARDIS, où c'est que vous iriez et à quelle époque? Alors, moi je crois que si j'avais un TARDIS, je ferais des bonds dans le futur de 10 ans. 10 ans, pour voir comment les choses évoluent. Parce que j'allais te répondre le plus loin possible dans le futur, mais ça serait un peu bon d'aller n'importe où et me dire putain, tout est dévasté, je sais pas pourquoi, donc je préférerais faire des petits bonds dans le futur pour voir un peu comment l'histoire évolue et aller le plus loin possible. Le passé c'est bien, mais
on en sait quand même déjà pas mal de choses, on sait pas tout, mais on sait pas rien non plus. Le futur, par contre, on en sait rien. Ouais, mais il y a des expériences du passé qui peuvent être intéressantes. Tu vois, moi par exemple, là j'étais en train d'y réfléchir, je me disais que si j'avais un TARDIS, je reviendrais regarder un décollage de Saturne V, tu vois, par exemple, voir des mecs partir vers la Lune, tu vois, voir des décollages de navettes spatiales, tu vois, rencontrer des mecs qui ont fait le spatial, genre Robert Goddard à l'époque où il travaillait dans la fin du 19e siècle sur des petits prototypes de fusées, les premières vraies fusées américaines. Tu vois, Ouais, mais et je pense qu'on pourrait avoir des discussions enrichies avec Léonard de Vinci, tu vois. On pourrait, mais alors après, on pourrait aller dans le futur, bien sûr. Mais la partie passée, quand même, elle n'est pas à rejeter, je pense. Ah non, elle n'est pas à rejeter, mais quitte à aller dans le passé, moi je vais me faire un petit tour au Jurassique. Avec un appareil photo, je me fais un petit safari dinosaure. Mais Et tu prouverais la théorie de l'évolution. hein? Tu prouverais la théorie de l'évolution créationniste. C'est ça, ouais. Non, le passé, c'est clair que tu pourrais avoir des discussions de ouf avec Werner von Braun ou des gens comme ça. Ça dépend où il est à ce moment-là. C'est pas faux. Mais je préférerais moi avoir des discussions de ouf avec des ingénieurs qui ne sont pas encore nés et qui vont inventer des trucs encore beaucoup plus ouf que la Saturn V. Enfin, discuter avec des gens qui ne sont pas encore nés. Ouais, mais ça tient le TARDIS en même temps. Voilà. Et après, si tu pouvais aller dans un endroit n'importe où dans l'univers, genre si tu avais la possibilité vraiment de. Alors, je dirais bien une autre planète habitée, mais comme on ne sait pas lesquelles c'est un peu difficile de dire je vais là. Mais ouais, si je pouvais trouver une autre planète habitée pour voir à quoi ça ressemble, je pense que j'irais faire un tour. Moi j'irais sur Nibiru, juste pour prouver son existence, te faire chier. D'accord. Ah, je sais, je l'assume. D'autres questions? Bonjour, la question pour Arnaud. J'aimerais savoir où en est le projet H. Alors, j'en ai déjà parlé hier et je vais vous redire la même chose. Je ne vais pas spoiler, je ne peux rien vous dire dessus pour la simple raison que si je vous en dis de trop, vous allez avoir des espérances qui vont devenir beaucoup trop grandes par rapport à ce que ça pourrait être. Et vous risqueriez d'être déçus. Alors que si je laisse le truc venir, je pense que ça pourrait vraiment vous épater. Ce que je peux en revanche vous dire, c'est que j'ai lancé ce truc vraiment au début d'année et j'ai commencé à travailler avec un mec qui depuis me donne plus aucun signe de vie. C'est pour ça que ça prend du retard. Quasiment du jour au lendemain, le mec, je ne sais pas s'il est mort, il a disparu dans la nature. En vrai, il n'est pas mort, je pense juste qu'il a mis la clé sous la porte ou un truc comme ça et forcément il ne veut plus payer ses factures. Donc ça m'a coûté un peu d'argent que je reverrai sûrement jamais, je pense. Et surtout, ça m'a fait prendre du retard parce que bon, moi je pensais qu'il était en train de bosser de son côté et en fait, non. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques mois, j'ai lancé un petit appel sur la chaîne pour bosser avec des professionnels du cinéma. Maintenant, je bosse avec un mec qui a fait les décors du film Alien. Pour dire que j'ai tapé dans le professionnel. Donc ça a rajouté un petit peu au budget. Ça a rajouté un petit peu au temps de travail parce que ce mec, je dois le voir le mois prochain pour commencer vraiment le truc, parce que comme c'est un professionnel, il est occupé, donc il n'a pas pu s'occuper de moi avant. Donc forcément, je peux absolument pas commencer le moindre tournage, parce que j'ai quasiment tout le matos, mais j'ai pas le plus important, on va dire. Et donc ça prend beaucoup de retard, ça me frustre énormément, parce que au tout début, quand j'ai lancé ce truc-là, je me suis dit, allez, pour la rentrée de septembre 2018, ça va être bon. À la base, je prévoyais ça pour le passage de 300 000, finalement, bon, ça s'est fait pendant les Crop Circle. Ensuite, je me suis dit, ah, ça va être prêt pour les 400 000, pas du tout, et d'ailleurs, j'ai rien de prêt pour les 400 000, il faut encore que je trouve une idée. Et là, je suis doucement en train de me dire que ça va arriver pour les 500 000, mais ça m'emmerde. Ça a l'air chiant hein, d'avoir du succès. Ouais, c'est ça. Non. Plus sérieusement, ça me frustre que ça prenne autant de temps. Parce que c'est un projet dans lequel je me suis beaucoup investi, donc déjà, je peux me dire ça arrivera à un moment ou à un autre, mais avec tout ce que j'ai déjà mis dedans, il est hors de question de juste abandonner. Mais malheureusement, ça prend beaucoup trop de temps pour moi. Parce que justement, les attentes des gens deviennent un peu, je vais pas dire pressantes, mais depuis le temps que j'en parle, ouais, ça
C'est un peu chiant d'avoir toujours rien à filer. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va arriver. C'est bien sur les rails maintenant, surtout justement je bosse avec ce prestataire. D'ailleurs, c'est Vincent qui me l'a refilé. Et quand ça arrivera, quand ça sera prêt, vous ne le verrez pas venir. Je ne vais pas l'annoncer, je vais juste le balancer. Et je pense que ça va tomber. Voilà. Et bonjour. Salut. Je vous suis depuis des années, j'adore ce que vous faites et continue ta correspondance. Alors, ma question c'est pourquoi on s'évertue à aller vers Mars alors qu'en colonisant plus la Lune, en faisant des bases là-bas, c'est beaucoup plus facile après pour investir le système solaire parce qu'on aurait moins d'air-vol pour les propulsions, on pourrait peut-être trouver en creusant des ressources. Donc pourquoi on n'investit pas plus la Terre et pour ce domaine avant de partir vers les autres planètes? Alors, je vais reformuler un peu la question pour être sûr d'avoir bien compris la question. En gros, tu dis pourquoi on regarde vers Mars alors qu'on devrait se concentrer sur les problèmes de la Terre, c'est ça? De la Lune, c'est pas de la Lune. Donc on pourrait faire une base sur la Lune, ça serait tellement plus facile pour les discussions pour aller ailleurs. Je suis du même avis que toi, absolument du même avis que toi. Je pense que l'exploration martienne peut rester robotique et ça ne pose absolument aucun problème avec ça. Surtout que l'exploration habitée de Mars serait un gros problème logistique, politique, économique et de santé pour les astronautes. Ouais, mais on peut dire la même chose pour la Lune. La Lune, on peut aussi faire l'exploration robotique. Oui, on peut aussi faire l'exploration robotique de la Lune. Après, envoyer des gens sur la Lune, c'est vraiment faisable. C'est vraiment faisable. Ça coûte cher, mais c'est vraiment faisable. Mais il y a aussi un truc qui fait que je préférerais... Parce qu'on envoie quand même des robots sur la Lune encore. On avait encore, il y a quelques années, une mission d'impact sur la Lune. On a fait impacter un étage de fusée sur un cratère pour voir ce qu'il en sortait, les éjectats. On a envoyé des sondes. Les Chinois envoient des sondes aussi chinoises sur la Lune. Mais là où l'exploration humaine de la Lune est intéressante, c'est déjà qu'elle est facilement faisable. Mais surtout qu'on progresse beaucoup plus vite avec quelqu'un sur la Lune qu'avec un robot sur la Lune. En fait, quand tu regardes, il n'y a encore pas si longtemps, si tu regardes la distance qu'a fait le robot Curiosity sur Mars, pas Curiosity, Opportunity sur Mars, elle est, je crois, quasiment équivalente à ce qu'a fait le rover d'Apollo 17 en 2 jours. Sauf que Opportunity, lui, a mis 7-8 ans. Ouais, mais Opportunity a fait beaucoup plus d'expériences scientifiques que le rover. Ouais, mais oui, mais aussi, le truc, c'est que quand à l'époque des missions Apollo, tu ramassais, mais tu n'analysais pas. Tu analysais une fois sur Terre. Là, on pourrait faire des analyses carrément sur place, ce qui éviterait justement de la contamination bactérienne venant de la Terre. Enfin, en tout cas, ça la limiterait un peu. Ça ne peut pas l'empêcher totalement, mais ça peut la limiter un peu. Et surtout, on travaille plus vite. Et surtout, si on a un géologue sur place, bah, il peut dire tiens, ça a l'air intéressant, je vais creuser, etc. et le faire immédiatement. Et donc gagner énormément de temps. Donc gagner du temps, c'est super important. Après, la Lune, le truc, c'est que c'est pas sexy. Oui, en fait, sur la Lune, il n'y a pas grand-chose. Ok, on nous dit il y a peut-être de l'eau par endroit, etc. Mais bon, l'eau, on en a ici aussi. Je veux bien qu'on puisse dire oui, mais il y a peut-être des choses intéressantes dans la vie. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur la Lune. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On a exploré un tout petit pourcent. On est d'accord, mais je veux dire qu'en termes d'astre qui est prometteur, la Lune, autant Mars, on pense qu'il y a quelques milliards d'années, elle a pu avoir des conditions qui pouvaient éventuellement permettre l'apparition de la vie, etc. Donc, on espère peut-être un jour trouver des traces d'une ancienne vie extraterrestre dessus, ne serait-ce que bactérienne ou micro-organique, ce genre de choses. La Lune, c'est quand même hautement improbable qu'on y trouve quelque chose de vraiment sexy. Bah, tout dépend en fait, tout dépend ce qu'on cherche en fait. On peut apprendre des choses de absolument tous les objets du système solaire. Oui, potentiellement. Les astéroïdes, c'est des résidus qui datent d'il y a très très longtemps. Donc, étudier les astéroïdes, on peut en apprendre beaucoup.
Étudier la Lune, on peut en apprendre plus sur sa formation, mais aussi sur la composition de la Terre à l'époque de l'impact, avec, si l'impact est vérifié, parce que c'est encore, il y a encore des chances que ce ne soit pas la bonne théorie de la formation de la Lune. Avec Mars, comme tu disais, on peut apprendre sur les conditions de Mars à l'époque où elle était entre guillemets plus proche de la Terre dans ses caractéristiques. On peut apprendre absolument tout. Europe, Encelade, Titan, Io, toutes ces planètes, ces planètes et ces lunes, on peut en apprendre énormément sur nos origines, même les comètes. Rosetta nous a appris tellement de choses. Ouais, mais justement, tu vois, Rosetta c'est un robot et ça a fait le boulot. Ça prend plus de temps, ça va. De toute façon, on n'aurait pas pu faire autrement. Alors que la Lune, c'est 384 000 km. C'est moins d'1 million. Ouais, mais tu vois, le robot, il prend plus de temps, mais il coûte beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de logistique. Le robot, ça demande un lanceur beaucoup plus petit. Ensuite, il ne demande pas à rentrer à la maison pour ne pas crever sur place. Le robot a des tas d'avantages logistiques. C'est sûr qu'un géologue qui va directement ramasser le caillou, ça a des avantages. Mais le gros problème aujourd'hui de l'exploration spatiale, c'est le budget. Et renvoyer un homme sur la Lune ou envoyer un robot pour faire le même boulot mais en 10 fois plus de temps, malheureusement aujourd'hui l'option à privilégier c'est le robot parce que c'est ça qui coûte beaucoup moins cher. Le problème c'est par exemple le retour d'échantillon. Comment tu le fais le retour d'échantillon? Tu le fais pas? Oui, ça je suis d'accord. Mais parce que les Russes, retour d'échantillon, c'était pas non plus des kilos. Hein. C'était des grammes. Alors que Apollo, ils ont ramené des centaines de kilos d'échantillons. Et là, des centaines de kilos d'échantillons choisis, divers. Et surtout avec Jack Schmitt, le géologue qui était sur place sur la dernière, du coup des cibles intéressantes. Donc je pense que c'est un débat qui peut durer très longtemps, mais je pense que personnellement, je pense que robot plus humain sur la Lune c'est nickel. Par contre humain ailleurs, ça vaut pas le coup. Disons que si on avait le budget, moi je dirais qu'on aille partout, hein, allons-y. Que ce soit explorer un astéroïde comme la NASA a parlé de faire à un moment, le mettre en orbite lunaire, et ensuite aller jeter un œil, aller à la surface de la Lune, la surface de Mars. Techniquement, Mars, on serait capable de le faire. C'est juste une question de pognon. Vous mettez les bons ingénieurs derrière des tables à dessin suffisamment longtemps qui vous le pondent le vaisseau pour y aller, il n'y a pas de problème. Seulement, c'est un vaisseau qui va coûter la peau du cul. Et la peau du cul de la moitié du PIB de la Terre possède. Il va coûter une fortune, enfin, si un jour il se fait, et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'en 2030, on ne sera pas sur Mars. Ça va coûter beaucoup trop cher. Mais je suis le premier à espérer qu'on aille partout. Le gros problème aujourd'hui, dans tous les domaines du spatial, c'est le pognon, la thune, l'oseille. Et la volonté politique. Ah oui, la volonté. Non mais surtout pour le spatial habité. Surtout on a vu ce que ça a donné en Europe. On a vu ce que ça a donné en Europe, et surtout le problème de la volonté politique, c'est ok, je suis au gouvernement, je vais consacrer un gros budget à un truc qui va peut-être juste jamais arriver, et après on va me le remettre sur la gueule, je ne vais pas être élu, voilà. Et puis même dans le privé, hein, parce que là j'imagine que vous avez en tête SpaceX ou d'autres entreprises, les entreprises privées, elles n'ont pas un fonds illimité et elles dépendent fortement de leur santé. La NASA, on s'en fout, la NASA elle survivra encore très longtemps parce qu'elle est financée par le gouvernement, le budget est voté chaque année, c'est comme n'importe quel établissement public. Le SpaceX par contre n'est jamais à l'abri d'une faillite et surtout doit gérer une image, ils le font d'ailleurs, hein, ils essaient de le faire en tout cas. Ouais, dites-vous bien qu'entre ce que dit SpaceX et entre ce que fait SpaceX, faut pas oublier la variable communication. La variable quoi, je pense. Communication. Ah oui. Oui, parce qu'il y a des investisseurs et tout, et donc oui, ça fait des gros projets pour essayer de palper de l'argent. Mais la NASA fait la même chose, hein. La NASA, tous les ans, la NASA, ils vous annoncent un nouveau projet, une nouvelle découverte ou un nouveau truc ultra hypant, mais c'est parce que ça tombe comme de par hasard quelques temps avant le vote des budgets. Et donc voilà, c'est pour gonfler un peu leur budget. Mais bon, faut arrêter d'avoir des reflux à un moment. Faut essayer de rester réaliste. C'est bien d'espérer, mais il ne faut pas tomber dans l'espoir aveugle. Ouais, c'est ça. L'amour aveugle pour le spatial. Je pense une petite dernière et puis il va tout ce qu'il va falloir couper. Ouais, déjà. Bonjour. J'aime bien ton t-shirt. Il est très original. Ouais, très original. Je n'ai pas vu assez Lio ou à Jules. Déjà, bien joué pour votre émission.
J'aimerais savoir si une chaîne de télé vous proposez de faire une émission toutes les semaines de 4-5 minutes de vulgarisation scientifique bénévolement pour sensibiliser la population à l'exploration spatiale. Vous accepteriez ou pas? Non. On va passer Ça bénévolement. Voilà. Parce que la passion, ça paye pas le loyer. 4 à 5 minutes par semaine, c'est beaucoup. Pour produire un programme de 4 à 5 minutes, c'est un épisode un peu court, c'est plusieurs jours de travail. Donc bénévolement, non. Et on va nous passer pour des gros cons qui pensent qu'à la YouTube monnaie, mais je vais dire la même chose que d'habitude. Si vous avez un boulanger qui adore son boulot, il est passionné de ça, vous allez chez lui le matin en disant bon, je te prends une baguette à l'œil, j'en parlerai aux voisins, ils seront contents de venir chez toi. Il ne va pas vous laisser partir. Tout travail mérite salaire. Et c'est pas parce que c'est une passion que c'est pas un travail pour autant. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, il y a de ça déjà bientôt 2 ans maintenant, je crois, il y a une boîte de prod qui m'avait démarché pour justement faire une émission pour Ushuaïa TV qui justement faisait 4-5 minutes de manière hebdomadaire. Il proposait, avec tout le bordel de production autour, 400 € brut par épisode. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus de produire mes propres épisodes. Ça me rapporte plus d'argent. Donc non. Demain, on me repropose le même contrat, je dirais, ce qu'on m'a déjà mis en avant, c'est ouais, mais tu te rends compte, la télé, ça te donnerait de la visibilité. 5 minutes par semaine sur Ushuaïa TV, je suis pas sûr. Puis, non, mais il faut dire aussi que faire des vidéos, c'est pas gratuit. Ok, poser sa webcam et parler des 5 pires types de profs, peut-être que c'est gratuit, je dis bien peut-être, je ne sais pas, c'est pas mon domaine. Mais moi, par exemple, ma vidéo de vendredi prochain, elle m'a coûté 60 € en bouquin pour la documentation, déjà de base, tu vois. Avant même de produire le contenu, avant même de filmer, avant même de monter, avant même de chercher des images, rien que la documentation, tu payes, tu vois. Même si tu filmes chez toi, même si tu ne te déplaces pas, ça coûte de l'argent. Les choses coûtent de l'argent. Et bon, moi j'ai un boulot à côté, donc la chaîne YouTube ne paye pas mon loyer, ma bouffe, etc. Ça c'est mon boulot de tous les jours. Mais par contre, la chaîne me coûte de l'argent. À l'époque où j'avais, je sais pas, quelques milliers d'abonnés, et que vraiment la monétisation ne me rapportait que chi, genre 10 centimes par mois, et qu'à l'époque j'étais chômeur en fin de droit, je peux vous dire que les vidéos, je faisais tout pour essayer de ne pas dépenser beaucoup dans la chaîne. J'en ai mis beaucoup, j'ai mis beaucoup de mon argent personnel dedans, mais vraiment, on ne dirait pas comme ça, mais faire des vidéos coûte très cher au final. Je vais vous donner un petit ordre d'idée. Le studio dans lequel je tourne, je le loue dans un coin paumé, donc il ne me coûte pas cher, 150 €, les 35 mètres carrés. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui vont déjà ouvrir des yeux grands, notamment les citadins, il y en a quelques-uns qui acquiescent. Et c'est 150 € par mois, auquel tu rajoutes l'électricité et le chauffage. Il y a l'abonnement des logiciels de montage, 75 € je crois, j'en ai à peu près. Il y a la connexion internet pour mettre les trucs en ligne, puisque je le fais aussi depuis le studio. Qu'est-ce que j'ai comme frais fixe? En frais pas fixe, là j'ai une caméra qui arrive en bout de course doucement. C'est un 5D Mark III. Je vais probablement le remplacer par une Blackmagic ou un truc à peu près équivalent, histoire de pouvoir un petit peu tourner dans le noir, un H4 Circle. Dessus, il va falloir que je change les optiques, parce que j'ai que des optiques Canon et je suis pas sûr qu'elles vont monter dessus. C'est quelques milliers d'euros. Après, quand tu as une bibliothèque audio, comme c'est mon cas, tu souscris une bibliothèque audio, plusieurs centaines d'euros par an. Voilà, pareil, hein, parce que tu veux mettre de la qualité aussi un peu dans ton contenu. Mais on va pas avoir beaucoup de temps d'en parler, je crois qu'on m'a fait ici un petit peu. Oui. Mais oui, non, ça coûte vraiment de l'argent. Surtout quand tu essaies de chicaner un peu ton truc, de lécher un peu tes vidéos pour qu'elles soient vraiment. On va pas les lécher, c'est une expression chez moi. Mais voilà, tu essayes de faire au mieux. Et donc, tu essayes d'investir un peu parce que c'est aussi ta passion. On le dit, hein, oui, vraiment, c'est une passion. Et vu qu'on est passionné, on essaye de faire les choses à notre façon, avec notre personnalité. Et du coup, on essaye de faire le mieux qu'on peut. Pas forcément que par respect pour le public qui nous regarde, mais aussi parce que c'est un peu nos bébés à chaque fois qu'on s'est du perfectionnisme, on a envie de faire des choses bien. Voilà. On n'est pas parfait, mais on
essaye, dans la mesure du possible de l'être. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, alors je crois que moi j'ai encore une interview, là, il me semble. Toi peut-être, moi non, Ouais. parce que toi tu Et fais ce qu'on va plus que moi. faire, si vous avez encore des questions, Vincent va déjà aller à l'espace dédicace, et moi je vais rejoindre dès que j'ai fini avec le journaliste. Et je vous retrouve là-bas aussi, et puis on pourra en discuter. Moi je suis là jusqu'à un peu avant 16h aujourd'hui. Et Moi jusqu'à 15h30, je vais train après. ouais, donc on va tous les deux être là jusqu'à à peu près 15h30. On vous retrouve à l'espace dédicace. Et on discutera de tout ce que vous voulez. S'il y en a qui ont encore des questions, merci d'être venus. Merci d'être là.